Donc, 3 erreurs courantes en Go. Voilà, en vrai, c'est plutôt 2 plus 1, donc on a une dernière qui sera un peu rapide. Donc, pour me présenter, je m'appelle Teva Arsani, je suis software engineer chez Docker. Je travaille dans l'équipe Registry. Et l'année dernière, déjà, j'ai sorti un livre qui s'appelle 100 Go Mistakes, donc qui recoupe 100 erreurs que font les développeurs sur le langage Go et comment les résoudre, quelles sont les différentes solutions qu'on peut trouver, etc. Donc 100 erreurs sur le langage. Donc la présentation que je vais vous faire ce soir, c'est 3 erreurs qui sont tirées en partie de ce livre et un petit peu adaptées pour la présentation. Donc la première erreur dont on va parler, c'est la gestion d'un statut. Donc, tout le monde voit le code, même au fond, c'est assez clair ou pas? Ouais, ok, très bien. Donc au départ, ce qu'on va faire pour ce code, on va définir 3 statuts. Statut en succès, statut quand il y a une erreur de type foo, on va comprendre ce que ça veut dire, statut quand il y a une erreur de type rare. Et ce qu'on va faire dans ce code, dans cette fonction, on va d'abord initialiser cette variable statut. Ensuite, on va venir mettre à jour cette variable statut selon l'exécution dans laquelle on va passer. Test. C'est bizarre, j'ai un écho d'un coup. Bon, tant pis. Donc, du coup, on va venir mettre à jour ce statut selon le chemin sur lequel on va passer. Et donc, en cas d'une erreur fou, on va venir mettre à jour. Il y avait un écho? En fait, il faut désactiver le micro. Non, j'ai désactivé. Ouais. Désactivé. Pas dans Meet, mais sur mon. Ouais, les deux sont désactivés. Ok, désolé, ça peut être ça l'écho. Okay. Donc, on revient. Voilà. Donc, on met à jour ce statut. Soit si c'est une erreur de type foo, ben, on va venir mettre à jour ce statut en erreur foo. Si c'est une erreur bar, on vient mettre à jour encore ce statut en erreur bar. Et si c'est en success, on va venir mettre à jour ce statut en success. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut gérer des espèces de post-actions. Vous voyez le jaune, en fait, ou pas? Oui. Okay. Très bien. Donc, on va vouloir, en fait, venir mettre à jour, enfin, exécuter des post-actions pour ce code et dire, ben, en fin d'exécution, avec l'utilisation du mot-clé defer, et le mot-clé defer, juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ou ne s'en souviennent plus, c'est, on va enregistrer une fonction qui va s'exécuter quand la fonction parente va se terminer. Donc, quand la fonction parente va se terminer, on va dire j'enregistre un appel à cette fonction notify et cette fonction increment counter. Donc là, la manière dont on le fait, c'est on va dire j'appelle ce defer notify status et ce defer increment counter pour venir dire en fin d'exécution, je vais notifier, je ne sais pas, envoyer un message peut-être sur le réseau, incrémenter un compteur avec de la télémétrie, peu importe, mais voilà. 2 appels de fonction qui sont enregistrés. Donc, je vous laisse quelques petites secondes pour réfléchir à ce code et essayer de voir s'il y a un souci. Je vous laisse réfléchir dans votre tête. Et là, c'est oui, il y a un souci. S'il va y avoir une erreur à l'exécution ou juste un souci en mode. Alors, pas un problème de compilation, à l'exécution, un problème en fait avec cette exécution. Ouais. Est-ce que tout le monde voit le bas de l'écran en fait? Ouais. C'est une question au niveau du defer, parce que je n'utilise pas vraiment, mais est-ce que quand on fait le defer, ça prend la variable au moment où on l'a fait? Eh bien, en fait, voilà, on va essayer. Donc, si on exécute cette fonction, il se trouve que le statut qu'on va passer à notify et à increment counter, en fait, ce sera toujours le même, ce sera un empty string. Et la raison pour laquelle on a ce comportement, c'est que les arguments qui sont passés à une fonction defer, ils sont évalués immédiatement. Donc, c'est exactement ça. Quand on est ici, en fait, à ce stade, la valeur de la variable statut, c'est initialisé, enfin, la manière dont on l'a initialisé avec var status égale string, enfin, ça veut dire qu'on l'a initialisé à la zero value d'un string. Donc, en fait, c'est un empty string. Donc, ça veut dire qu'en utilisant de cette manière, on va dire j'enregistre l'appel à la fonction notify avec un empty string. Un empty string. Donc, du coup,
ça ne fonctionne pas tel qu'on le souhaitait. Et ça va être la même chose pour increment counter. Il y a différentes manières. Ouais. Est-ce que c'est un cas particulier de l'instruction défaire ou est-ce que parce qu'on passe, sinon ça passe, si on appelle une fonction, ça va passer une référence? Non, c'est le comportement en fait de defer, de dire je prends la valeur telle qu'elle est au moment où j'appelle le mot-clé defer en fait. Voilà. Et on va voir deux manières de résoudre, enfin de surmonter ce comportement. La première manière, alors c'est peut-être pas la meilleure, mais je trouvais que c'est intéressant quand même d'en parler. La première, c'est de dire si on peut changer notify et increment counter, ce qui n'est pas toujours possible en fait, mais disons que dans ce cas, ça reste quelque chose de possible, et bien potentiellement, au lieu de passer à notify et increment counter un string directement, on peut passer un pointeur de string. Et du coup, ce qui va se passer, c'est alors oui, status va être modifié tout au long de l'exécution. Par contre, on va enregistrer quelque part que l'appel à notify se fait avec un pointeur donné qui a une adresse fixe, etc. Et du coup, le pointeur, lui, va rester le même, mais derrière, il va référencer une autre valeur. Donc, quand notify et increment counter vont utiliser la valeur, bien, ce sera la valeur qui sera mise à jour. Donc ça, c'est une première manière de faire. Oui. Ouais, j'ai une question, mais je pense que ça va être la deuxième solution. En fait. Donc, Okay. Envie de... D'accord. Donc, la première solution, c'est ça. Et bon, l'impact, c'est qu'on a besoin de modifier la signature pour accepter un pointeur, ce qui n'est pas toujours possible, évidemment. Une deuxième méthode pour gérer la chose, c'est d'utiliser une closure. Donc, une closure, pour rappel, ou pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fonction qui va utiliser des variables qui sont en dehors de son propre body. Donc, j'ai un petit cas d'exemple tout simple. Ici, cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est on définit i et j qui sont égales à 0. En fin de fonction, on va incrémenter i et j et on va appeler cette defer fonction en lui passant i en argument et j qui sera justement cette variable qui n'appartient pas au body de la fonction lui-même, qui est définie ailleurs. Donc, si on exécute ça, on a un comportement qui est différent pour i et pour j. On affiche 0, 1. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est un peu le comportement qui est attendu. On utilise j, mais c'est bien la valeur qui a été mise à jour après qu'on ait appelé defer. Donc, du coup, une autre implémentation possible, ce serait de la gérer de cette manière. Donc, d'utiliser une closure. Closure, encore une fois, parce que statut est défini en dehors du body de cette fonction, il est défini ici. Et à ce moment-là, avec cette implémentation, ça va marcher. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et juste pour savoir qui l'avait trouvé, vous pouvez lever la main. Ok, cool. Ben, bravo. Il n'y a pas une troisième solution? Piquer les défers dans chaque if, faire des differs et oui. à la fin. Ouais, il y a évidemment, tu pourrais ne pas utiliser defer, on pourrait, voilà, c'est deux principales solutions, on va dire, mais oui, il y en a. Oui. Pourrait-on pas utiliser des channels? Là, on a un système de notify, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, il y a peut-être moyen, enfin, je sais pas, peut-être c'est overkill. Overkill. C'est un peu overkill à ce stade. Notify, c'est abstrait pour le moment, c'est décaché. Peut-être que c'était juste un abstrait. Voilà, peut-être que c'était une fonction toute simple qui implémente aussi un counter, qui fait un petit truc, etc. Là, on est sur quelque chose de très simple, pas de concurrency. Voilà. Mais... On va passer à la deuxième problème maintenant. Juste un truc, il y a quand même une différence dans l'implémentation parce que il y avait deux défers, ce qui fait que s'il y a une exception qui se produit dans le notify, il ne va pas se passer la même chose dans la deuxième solution que dans le code d'origine. Là, Notify lui-même ne renvoie pas d'erreur, quoi. Oui, mais s'il y a une exception, s'il y a un panique dans Notify. Oui. Bon, ouais. Prenez en compte qu'on code bien et qu'on n'aura autant pas de panique. Non, je rigole. Non, je rigole. Mais oui, il peut y avoir des petites différences mineures comme ça. La deuxième erreur, c'est quand on va implémenter un cache. Alors, ce n'est pas l'implémentation d'un cache qui est une erreur, mais quand on va
suivre ce code qui est encore en plus petit. Ça va toujours au fond, vous voyez bien quand même? Ok, super, merci. Donc, ce qu'on va storer dans ce cache, qui va être un cache in memory, c'est une structure qu'on va appeler customer, quelque chose d'assez simple, avec un ID et une balance. Et donc, ce store, ça va être notre petit cache local, notre petit cache in memory. Et c'est un store qui se base sur une map de string de pointeur de customer. Alors, une toute petite parenthèse, pourquoi utiliser un pointeur de customer dans ce cas? Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on a ça. Peut-être parce que on récupère un pointeur et que c'est pratique de le mettre directement dans la map. Peut-être que c'est aussi pour exprimer une intention de dire que cet objet-là est partagé. Peut-être aussi exprimer une intention de dire que cet objet-là peut être mutable. Voilà. Il peut y avoir différentes raisons. En tout cas, dans cet exemple, on gère une map de string de customer. Et ce qu'on va faire dans cette implémentation, c'est de dire j'implémente une méthode pour ce store qui dit je récupère une liste de customers via un slice et qui va venir mettre à jour cette map. Et pour le tester, voilà, mettre à jour cette map. Et pour le tester, on va faire quelque chose de très simple. Dans le main, je vais dire je vais appeler store customer avec 3 customers, customer 1, 2 et 3. Et là, pareil, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ce qui ne va pas dans ce code. Il n'est pas bien inventé. Non, où ça? Ah, j'ai peur. Normalement, une tabulation, c'est 8 espaces, c'est la loi. La loi Google. La loi Go, hein. On aura peut-être que l'ID 3. Alors, on aura peut-être que l'ID 3. Ouais, c'est ça. Donc, si à ce niveau, donc après avoir storé les customers, on faisait une itération sur notre petit cache et qu'on printait à la fois la clé et la valeur, ce qu'on va avoir, c'est ça. Alors oui, les clés sont bonnes. On a les clés 1, 2 et 3. En revanche, le customer qui est storé, ça va être toujours le dernier, customer 3. Alors pourquoi on a ça? Il faut savoir quand on utilise une itération avec le range loop, sur customers, ça va créer une seule et unique variable customer. Et cette variable customer, elle va avoir une adresse X. Ça, on peut le vérifier. Ici, si je mettais un tout petit print pour dire printe-moi l'adresse de la variable customer à ce niveau, ce qu'on va avoir, c'est 3 fois la même adresse. Et pourquoi c'est important? Si on faisait une espèce de petite représentation de ce qu'on est en train de faire, donc on va itérer sur les 3 customers et on va pouvoir venir mettre à jour notre map au final. Au départ, donc on a cette variable customer qui a une adresse fixe, celle qu'on a vue, donc qui va pointer sur customer 1. On met ça en map, pour le moment tout va bien. Par contre, du coup, maintenant on pointe. Une toute petite erreur d'animation qui note et cette flèche aurait dû disparaître, désolé pour ça. Maintenant, cette variable customer va pointer sur customer 2, on va mettre dans la map, et pareil, celle-ci. Et pour la dernière itération, donc, on a ça, et on met encore dans la map, là, pareil, pour la key 3, on met cette variable customer. Et ça, du coup, c'est notre problème, parce qu'à ce stade, en fait, le pointeur, cette variable customer, il pointe vers le même customer. Il pointe vers le dernier customer, qui est le dernier de notre liste. Et du coup, c'est ce qu'on voit, en fait, effectivement, in memory dans la map. Donc, quand on va itérer, eh bien, on aura OK pour les bonnes clés. Par contre, pour les valeurs, eh bien, ce sera quelque chose qui pointera sur customer 3. Donc, c'est un souci. Il y a différentes manières de résoudre le problème. Alors pareil, ce n'est pas histoire d'être exhaustif là, et de lister toutes les manières de faire, mais voilà, deux grandes manières de gérer les choses. La première, ce serait potentiellement d'utiliser du variable shadowing. Variable shadowing, c'est redéclarer une variable dans un inner block, dans un bloc sous-jacent. Donc là, ce qu'on fait, c'est, OK, la variable customer a déjà été définie, on va la redéfinir à l'intérieur de cette loupe.
Et ce qui fait que, en fait, ça va être une nouvelle variable. Ça va être une variable qui est unique pour chaque itération et qui aura sa propre adresse. Donc là, du coup, maintenant, quand on va mettre cette variable, ensuite ce pointeur en mémoire, eh bien, ce sera 3 fois, il sera différent. Donc, on aura bien nos 3 customers et non pas le dernier customer seulement. Une deuxième manière de faire, voilà, juste pour présenter une petite alternative, c'est de dire, plutôt que d'utiliser la variable, la value variable qui est renvoyée par range, je vais plutôt utiliser l'index. Donc là, avec cet index, je peux recréer une variable customer qui pointe sur le bon customer, et c'est ça que je mets en mémoire. Et pour ça, ça marchera aussi. Voilà. Donc, pas forcément, moi personnellement, je n'ai pas forcément de préférence entre la première approche et la deuxième approche. Il y en a certains qui détestent absolument tout ce qui est variable shadowing parce qu'ils trouvent ça moche et tout. Bon, je n'ai pas forcément personnellement d'approche préférée, mais voilà, je voulais que vous connaissiez au moins les deux. Et qui l'avait trouvé, celle-ci? Au moins le la main. Ok. Et du coup, pour terminer, alors c'est une petite, celle-ci, on va vouloir mettre à jour un âge. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter ce que fait le code, je vais vous laisser lire tout seul. Donc, je vais vous laisser un tout petit peu plus de temps. Ça ne dit pas les âges flottants. J'ai 1 an et demi, par exemple. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un pense l'avoir? Oui. Je sais pas, je dirais les mutex. Ils ne sont pas une lock quand ils return. Ouais, c'est une histoire comme ça, en effet. En fait, ce qui va se passer, alors juste pour une petite information, là on utilise un mutex, un RW mutex, c'est une petite spécificité, c'est un read-write mutex. En fait, ce qui se passe, c'est il va, comme un mutex normal, il va dire je vais avoir une seule go-routine qui va écrire à la fois. Par contre, le RW mutex, il va autoriser plusieurs go-routines en lecture. Voilà, c'est pour la petite subtilité. Ça ne change rien à l'erreur, mais juste pour que vous sachiez si c'est la première fois que vous voyez un RW mutex. Donc là, ce qui va se passer, dans cette fonction, au départ, on va locker. On lock le mutex, et si on a un âge négatif, on va rentrer dans cette clause-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner une erreur en utilisant la directive %v. La directive %v, ce qu'elle fait, c'est elle regarde si ce qu'on lui a passé en input, c'est-à-dire ce C, qui est un type pointeur de customer, eh bien, ça implémente cette interface, l'implémente fmt.stringer. Cette interface, elle est toute simple, c'est une méthode seulement, string, qui renvoie un string. Et il se trouve que customer implémente cette interface. Donc là, quand on va formater l'erreur, ce qui va se passer, c'est on va rentrer dans cette fonction string et on va tenter à nouveau de locker le mutex. Et là, on a un deadlock. Voilà. Et ça, c'est un cas que j'ai vu en prod il y a 2 ans. Et voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème, en tout cas sur cet exemple-là? Ce qu'on pourrait faire, là, en tout cas, c'est de dire, je vais locker au dernier moment. Peut-être qu'on n'a pas besoin de... peut-être dans ce cas-là, précisément, on n'a pas besoin de locker si on veut regarder l'âge qui est passé. On fait les vérifications et ensuite, vraiment, c'est bon, on va locker. Donc là, c'est le petit change qui fait marcher le truc. Alors, des fois, on n'a pas toujours cette latitude pour locker vraiment au bon moment, etc. Donc, dans ce cas-là, peut-être que dans l'erreur qu'on va renvoyer, peut-être qu'on ne va pas la faire appeler stringer, peut-être qu'on va juste peut-être qu'on va juste retourner l'âge, ou alors peut-être qu'on va supprimer le lock
dans la fonction string, si vraiment on voulait appeler, on voulait formater le customer en entier. Voilà, différentes petites manières de résoudre le truc. Donc, pour conclure, de ce qu'on a vu, le premier point, c'était quelque part, on peut utiliser une closure pour retarder, peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais c'est un peu comme ça que moi je le vois, retarder l'évaluation d'une variable quand on appelle defer. Le second point, c'est attention lorsqu'on manipule des pointeurs avec une range loop. Il y a différents exemples où on peut avoir besoin à un moment donné d'un pointeur, peut-être qu'à un moment donné, dans la range loop, on va déréférencer, etc. Faites attention, si vous avez une range loop et des pointeurs, c'est un cas qu'on peut avoir assez souvent. Et le dernier point qu'on a vu, c'est quand même sur quelque chose qui semble aussi simple que du string formatting, on peut avoir des effets de bord. Donc voilà, soyez conscients aussi de ça. Et puis, j'ai un tout dernier point. C'est une petite histoire à vous présenter. Il se trouve que moi, j'ai appris le langage Go en 2018. Et en 2018, j'avais écrit un article qui s'appelle Good Code, Bad Code en Go. Et dans ce code, enfin dans cet article, c'était ma manière à l'époque de dire voilà ce que devrait être un bon code, etc. et qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et il se trouve que j'avais mis un petit point qui était la performance, en gros, dans ce que je voulais, enfin dans ce contexte-là que j'explique l'application, etc. La performance, c'était quelque chose d'important. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai eu une réponse, donc un nouvel article d'un fameux Valentin, qui va vous présenter quelque chose après. Le fameux Valentin, qui lui fait un super article, vraiment super, très détaillé, etc., qui répond du coup à mon truc, en disant, ben, moi j'ai fait la même chose, mais ça tourne 23 fois plus rapidement en fait. Voilà. Donc on ne parle pas de 5% ou de 10%, mais bon, 23 fois plus rapidement, quoi. Voilà. Donc, je vous parlais de ça. Donc, déjà, ça va être une première introduction pour Valentin qui va vous présenter après. Mais aussi, puisqu'on était dans la thématique des erreurs, voilà, je voulais juste vous dire, n'ayez pas honte de vos erreurs, on en fait tous. Même moi, j'ai été une source d'inspiration pour mon propre livre, donc vraiment, aucun problème à faire des erreurs. Et au final, ce qui compte, en fait, c'est notre capacité à apprendre de nos erreurs. C'est ça le plus important. Et voilà, merci pour votre attention. C'est une question, du coup, si vous avez des questions dans la salle. Il y a aussi des questions en ligne. Si vous avez des questions en ligne, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Ils ont dit merci et merci. Quelqu'un avait dit tout à l'heure, ça sent le deadlock, donc oui, ça sentait le deadlock. Pas de questions? N'ayez pas peur. La première, la plus difficile. Ah. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'aurais une petite question un peu ouverte. C'est tout à l'heure, on a vu un exemple avec l'évaluation modulo V pour ce formatting de string. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, avec des effets de bord qui existent en Go, qui sont un peu communs, au-delà du modulo V qui est assez connu? D'exemples de problèmes de string formatting? Pas forcément string formatting, mais d'autres effets comme ça. Est-ce que là, on a vu les trois et c'est exhaustif, il n'y a que ces trois cas-là à travers les for range, les pointeurs, les string formatting avec modulo V, est-ce qu'il y en aurait d'autres qui existent? Ou est-ce que la liste était exhaustive ici? Non, il y a beaucoup plus d'erreurs que ça, quoi. Non, beaucoup plus d'erreurs que ça. Voilà. Là, le problème du deadlock avec un modulo S, il serait posé aussi. Parce qu'il aurait appelé Stringer aussi. Dans ce cas-là, oui, avec le pourcentage pas possible. Ouais. Par curiosité, comment tu as choisi 3 erreurs parmi les 100, c'est ça? J'ai quand même parlé déjà de quelques erreurs, donc je voulais faire quelque chose de nouveau en fait. Donc j'avais parlé. Et puis
quelque chose qui, je l'espère, n'était pas trop. Pour continuer sur cet exemple-là, il faut savoir qu'il n'y a pas que Stringer qui peut être appelé. Il y a aussi, dans FMT, il y a une autre interface qui est formateur. Donc, si l'objet implémente formateur, ça peut être aussi là que ça peut se passer. Sur un %B, notamment. Sur un %B, la méthode format peut être appelée et elle sera appelée plus tôt que Stringer d'abord. C'est d'abord format qui sera appelé plutôt en préférence à un string. Yes. Question in English, maybe? Yeah. If this is in multi-threading, would it be a problem? Because in the update age function, we are trying to call the string method of the custom. But if some other thread is trying to write to the customer, it would be a problem. It could be another deadlock. Crash? Well, no, because in that case, the lock itself is going to prevent from executing this function from multiple colors. So if there is another algorithm at the same time, it will block until there is the other algorithm calling the unlock. Yeah. In the other functions. In this function, you mean? Yeah. In this function, that would be the same one. The first check is only checking the argument, not the customer itself. Right? If the argument is less than 0, then we have a problem. If the argument is less than It will be a 0, problem because Yes, we are that's trying. right. Because we are blocking it, do the locking after checking condition. And Not sure. no, I don't see It's where just we locking have an once. issue. If the argument is invalid, it's just R looking for reading only once and then it returns. And if the argument is valid, it's the main body of the function that locks for writing only once. I think it's okay. Yeah, I think so as well. No, I don't. Maybe what you want to point is that if one function is updating the age and another function is trying to update and check that the age is below 0, then it can't return because it can't have the read lock to write the error. But, well, you mean in this case it would be a deadlock, or what are you? No, it will wait. it will wait. To respond the error, and the previous lock has been unlocked. Yeah. But That's not a deadlock, but it's a long contention. Yeah, but that's the expected behavior in this case. We want to prevent from having multiple algorithms accessing to the same. Yeah, in the end, perhaps I should have said that at the beginning, but we want to do this because we expect or suppose that we will have multiple colors. So we want to prevent from having multiple colors. Multiple algorithms accessing the field at the same time. Yeah. You could have responded with an error with just the age parameter and not the customer. Yeah. That's you won't have a lock. Yeah. That's the small stuff I was adding as well in the end. So yeah, in this case, we could also just format the error with the age itself, or perhaps say, or do the remove the unlock in the string method. Well, there are different ways to handle. We have time to discuss that after. Thank you for the questions, very interesting. And then we will welcome Valentin that will talk about fuzzing.